L'air de la minuscule pièce était vicié, imprégné d'une odeur de vieille humidité et de cigarettes bon marché. Alix était assise au bord du canapé affaissée, serrant contre elle sa tirelire en métal, l'unique matérialisation de sa fragile espérance. Derrière le mur, on entendait les rires éméchés de Sylvie, sa tante, et les bruits d'une émission télévisée. La jeune fille a secoué la tête, chassant le désespoir qui l'étreignait. La mort de sa mère, Liana, quelques années plus tôt, lui avait enlevé sa dernière source de chaleur. Déménager chez la sœur de sa mère, Sylvie, avait été passé de la poêle à la braise. La maison de sa tante était un repère de paresse et de misère permanente. Alix, à peine le seuil franchi, s'était transformée en bonne à tout faire gratuite, accablée par toutes les tâches imaginables et inimaginables. Ses virées à l'épicerie du coin pour le vin à crédit, que Sylvie prenait auprès de son amie, la propriétaire Christine, étaient particulièrement amères. Sa tante était endettée jusqu'au cou, et dans son imagination dérangée, son seul salut résidait dans le mariage d'Alix avec le fils de Christine, Damien. Des années de supplications, d'humiliations et d'ordre direct de se marier pour résoudre les problèmes avaient fini par briser quelque chose en Alix. Ce soir-là, quand Sylvie a de nouveau entonné sa rengaine sur ce lourd fardeau et la belle vie avec Damien, Alix a explosé. Les mots ont jailli comme un torrent brûlant de rage et de ressentiment. « Je ne serai pas votre bouée de sauvetage, jamais. » Le claquement de la porte a résonné dans le misérable appartement. Elle n'est revenue que pour recueillir le strict nécessaire. Quelques tenues usées, sa précieuse tirelire en métal où elle amassait chaque petite pièce, sou après sou, et surtout les médailles de son père, soigneusement enveloppées dans un vieux foulard. Antoine, capitaine tombé en héros des années plus tôt, quelque part dans le sud, n'avait laissé d'eux que ces silencieux témoignages de bravoure. Pour Alix, ce n'était pas de simples décorations, mais des talismans, un rempart d'honneur dans un monde sans scrupules. L'argent dans la tirelire a suffi juste pour louer une petite chambre chez une vieille dame tranquille en périphérie et acheter de quoi manger pour les premiers jours. Pas question d'entrer à l'université, un rêve que sa tante avait tourné en ridicule, le qualifiant de caprice absurde. Chaque centime comptait désormais. La recherche d'emploi s'est avérée épuisante. Sans diplôme, sans expérience, sans piston, la seule chance s'est présentée dans un journal gratuit d'annonces. On cherchait une femme de ménage. Pas la plus prestigieuse, mais la seule option viable pour survivre. Au service du personnel, ils l'ont embauchée sans discuter. Il y a un roulement énorme, a grogné le responsable. Personne ne reste longtemps. Le bureau n'a pas été nettoyé depuis 3 jours. La première journée de travail a été un coup de poing dans le ventre. À peine entré dans un bureau, ayant tout juste effleuré le sol avec sa serpillière, un cri strident et venimeux a percé l'air. « Qu'est-ce que tu fais? Tu renifles? Avec ça, tu ne peux pas nettoyer. Ça pue, ça sent la moisissure et la pourriture. » Fil rincé avec un produit normal. Au-dessus d'elle se tenait Camille, l'incarnation d'une beauté prédatrice, cheveux noirs comme la nuit, pommettes saillantes, des yeux poignards sous des sourcils nettement dessinés. Elle dégageait une froideur et une arrogance. Alix a rentré la tête dans les épaules, essayant de devenir invisible. Passant devant une rangée de bureaux, elle a entendu des chuchotements. 2 gars, Julien et un autre, l'évaluaient du regard. « Regarde, on dirait Cendrillon. T'as vu ses fringues? » « Ouais, pas terrible. Mais la silhouette est pas mal, il faut l'avouer. Pauvre fille. » Les mots arrivaient par bribes, mais Camille, dotée d'une ouïe phénoménale, comme si la nature avait doté toutes les pestes de ce don, avait tout capté. Dès qu'Alix s'est éclipsée dans le couloir, des éclats de rire et des bribes de phrases savourant chaque détail de sa garde-robe usée ont fusé du bureau. Chaque jour à ce travail était une épreuve de force. Camille a fait de sa vie un enfer, montant contre la femme de ménage tous ceux qu'elle pouvait atteindre. Seul Julien, celui-là même qui l'avait comparé à Cendrillon, lui jetait parfois des regards compatissants. Un jour, il l'a attendue après le travail. Une invitation brève et maladroite dans un café. Quelques heures d'échanges humains normaux. Julien lui a semblé un type gentil et simple, une fragile pousse d'espoir. Le lendemain, cette pousse a été piétinée.
Une des acolytes de Camille s'est approchée d'Alix dans le couloir, un sourire narquois aux lèvres. « Pauvre idiote !» a-t-elle sifflé. « Julien est à Camille, ils vont se marier, et elle sera bientôt chef de service. Tu ne sais pas à qui tu as affaire ? Elle va te pourrir la vie si elle apprend pour votre café. » Les mots se sont plantés dans son cœur. Le lendemain matin a été marqué par une humiliation, orchestrée avec une inventivité diabolique. À peine Alix est-elle entrée dans le service qu'une chanson a retenti avec le refrain « Salut la fille du seconde main ». Camille, l'air imperturbable, a commencé à lui demander sérieusement dans quelle vide-grenier Alix avait trouvé ce chemisier vintage, qualifiant ses vieilles bottes de rareté de l'époque du NKVD et de bottes espagnoles. Les collègues ricanent poliment, approuvant leur reine de peur de s'attirer ses foudres. Julien se tenait à l'écart, les yeux baissés. Il ne lui a plus jamais parlé, ne l'a plus invité au café. Lors de rencontres fortuites dans le couloir, il détournait le regard, le visage déformé par la culpabilité et la gêne. Il se dégoûtait lui-même, mais la peur de perdre son poste et ses perspectives de carrière s'est avérée plus forte. Il a préféré devenir un rouage de plus dans la machine du harcèlement. Alix a voulu démissionner sur le champ, mais la faim et la tirelire qui se vidaient l'ont retenue. De plus, elle avait maintenant Félix. Une petite boule de poils blanches qui, par miracle, s'était faufilée dans le bureau et s'était blottie à ses pieds. Ayant caché le chaton de la méchante Camille jusqu'à la fin de son service, Alix l'a ramené chez elle. La gentille vieille propriétaire n'y a pas vu d'inconvénient. Félix est devenu sa seule consolation. Les jours les plus durs, quand il ne restait presque plus rien à manger, elle partageait avec lui son dernier kéfir. Le jour de la paix a coïncidé avec la visite du grand patron en personne, M. Dubois, le chef de tout l'empire corporatif. Tout le monde le craignait, sauf Camille, qui avait réussi on ne sait comment à gagner sa confiance. Elle savait que l'ancien militaire appréciait l'ordre et ne supportait pas le chaos. Quand le patron a jeté un coup d'œil dans son service, Camille, affichant une amabilité forcée, s'est empressée d'aller à sa rencontre. Soudain, son coude a heurté un verre de café à moitié vide posé sur la coudoir d'un fauteuil. Une seconde, et une flaque sombre s'est étendue sur le sol. D'un rapide mouvement du pied, Camille a poussé le verre sous le bureau. Avec un sourire éclatant, elle s'est approchée du patron pour le saluer, et aussitôt, jetant un regard de vengeance à Alix qui nettoyait la photocopieuse, elle a ajouté « Seulement voilà, le personnel, on engage n'importe qui. La nouvelle femme de ménage est absolument incompétente, on vit dans une porcherie. » Elle a pris M. Dubois par le bras, l'a conduit à sa place et a pointé le doigt vers la tâche, tout en faisant un signe expressif en direction d'Alix. « Regardez un peu, vous voyez comme elle nettoie, elle ne touche même pas à mon poste de travail, il y a de la poussière et de la saleté partout. » M. Dubois, un homme imposant et svelte avec une carrure militaire, a froncé les sourcils. Son regard s'est arrêté sur Alix. « Dans mon bureau, a-t-il lancé sèchement, et il n'y avait rien d'aimable dans ce ton. Tout de suite, dans le bureau spacieux et austère du patron, Alix se tenait là, se sentant minuscule. « Pourquoi un tel désordre dans le bureau? Pourquoi ne faites-vous pas votre travail ?» La voix était sèche. Alix, malgré sa peur, s'est ressaisie. « C'était propre, je ne sais pas d'où vient la tâche. C'est juste, on ne m'aime pas. Camille me cherche des poux. C'est peut-être elle qui l'a fait. Elle veut que vous me renvoyiez. » Les mots sont sortis d'un seul trait, désespérés, mais sincères. M. Dubois tapotait pensivement son stylo sur le bureau. « Vous semblez une bonne fille. D'où vient cette animosité? »« Quel est votre nom de famille ?» Alix a donné son nom, assez rare. En l'entendant, le patron s'est figé. Son visage a changé. « Comment s'appelait votre père ?» a-t-il demandé avec une urgence soudaine. « Antoine, il est mort, » a répondu Alix doucement. « Dans le Caucase du Nord, » a interrompu le patron. Sa voix s'est faite plus grave. « Capitaine, c'était mon ami. Il a été mortellement blessé. En me sauvant, il m'a tiré hors du feu. » Il s'est tu, plongé dans ses souvenirs. Alix retenait son souffle. Un silence a plané dans l'air, lourd, significatif. « Ah bon ?» a fini par dire le patron, la regardant maintenant avec des yeux complètement différents. Alors, Camille faisait régner la terreur ici. « On va régler ça. Retournez travailler pour l'instant. Demain, je ferai engager une autre femme de ménage.
Il n'est pas convenable que la fille d'un héros nettoie les sols avec une serpillière. Vous allez étudier ? Alix a secoué la tête négativement. Ma mère, il y a longtemps. Orpheline donc, et vous avez où vivre ? Alix a haussé les épaules. Je vivais chez ma tante, maintenant je loue une chambre. Monsieur Dubois a serré le poing, ses jointures ont blanchi. On va régler ça. Ce jour-là, Alix est rentrée chez elle en volant, ne sentant plus le sol sous ses pieds. Le premier salaire, et une prime si généreuse. Se précipitant à l'animalerie, elle a acheté à Félix les meilleurs pâtés, des jouets. Elle se sentait une vraie travailleuse, capable de subvenir à ses besoins et à ceux de son chat. Et le plus incroyable, le patron avait licencié Camille le jour même. Elle n'était plus au bureau. Personne ne se moquerait plus de ses vêtements, même si maintenant elle pouvait s'en offrir de nouveaux. Ayant nourri Félix, elle a couru faire les magasins. Le jour suivant a été encore plus merveilleux. Au bureau, une femme âgée inconnue lavait les sols. Au service du personnel, elle a été accueillie avec une obséquiosité inhabituelle. Un nouveau contrat. Maintenant, Alix était opératrice service clientèle. Dans l'après-midi, M. Dubois est arrivé. Il l'a de nouveau appelée dans son bureau. Dans sa main, des clés. Les clés de mon deuxième appartement, a-t-il dit en les lui tendant. Je l'avais acheté pour mes futurs enfants, mais il n'y en a pas encore. Vivez-y. Il n'est pas convenable que la fille de mon ami erre dans des chambres louées. Le souffle a manqué à Alix. Oh, et le chat, je peux prendre Félix ? A-t-elle laissé échapper. Je ne vais nulle part sans lui. Monsieur Dubois a éclaté de rire. Oui, même avec un alligator. L'appartement est vide depuis longtemps. Vous allez pouvoir y régner tous les deux. Prenant ses affaires, et Félix, Alix a dit au revoir à la vieille dame et a déménagé. Le spacieux 3 pièces semblait un palais. Maintenant, elle n'allait pas au travail. Elle y volait. Monsieur Dubois l'a traitée comme sa propre famille, lui a acheté des vêtements, a meublé l'appartement avec des appareils, a commencé à l'initier aux affaires de l'entreprise. L'ancien militaire sans enfant voyait en elle une héritière. Tante Sylvie répétait qu'il n'y avait pas d'argent pour les études, tandis que le patron a insisté pour qu'elle entre dans une école de commerce. Observant les métamorphoses d'Alix, sa confiance, ses nouveaux vêtements, l'attitude de la direction, Julien a finalement osé. Il a annoncé à Camille que leur relation était terminée, ce qui ne l'a pas le moins du monde contrariée. Elle le trouvait sans avenir depuis longtemps et s'était tournée vers le fils du nouveau patron à son nouveau poste. Ayant retrouvé sa liberté, Julien a tenté de reprendre contact avec Alix, mais elle connaissait déjà sa valeur. Elle a refusé sèchement, froidement, s'étonnant elle-même d'avoir pu souffrir pour lui, pleurer pour sa lâcheté. Le rusé opportuniste s'est retrouvé sans rien, inutile ni à Camille ni à Alix. Un jour, en achetant des pâtés pour Félix à l'animalerie, Alix a maladroitement fait tomber une boîte de pâtés de l'étagère. Une main agile et forte l'a rattrapée en plein vol. « Vous ne faites pas d'économie sur les chats, vous prenez de bonnes pâtés », a approuvé en hochant la tête un grand jeune homme inconnu, remettant la boîte en place. « J'essaie. Je l'aime bien », a répondu Alix un peu désorientée. « J'aime aussi le mien, c'est un savannah. »« Et le vôtre, quelle race ?» a demandé le jeune homme. « Le mien est un russe de la noblesse, » a souri Alix. « Il s'est faufilé dans nos bureaux. Je l'ai recueilli pour qu'une méchante ne le jette pas par la fenêtre. Et il est resté. Je l'ai appelé Félix. » 10 minutes plus tard, ils discutaient comme de vieux amis. Thomas comprenait ses blagues. Alix aimait son ouverture. Thomas l'a discrètement raccompagnée chez elle. Ils sont restés longtemps devant l'entrée de l'immeuble, incapables de se quitter. Ils avaient envie de parler encore et encore. Il faisait déjà nuit noire. Alix a pensé qu'il était probablement maladroit de montrer aussi ouvertement son attirance le premier jour, mais Thomas a devancé sa pensée. « Tu sais, je n'ai pas envie de partir, mais les convenances l'exigent sans doute. » C'était comme s'il lisait dans ses pensées. En montant les marches, Alix a réalisé avec surprise. C'était donc ça. Apparemment, tout cela était vrai. À propos des élans, de l'union des âmes, de sa personne. Elle a passé la nuit blanche, repassant en boucle dans sa tête des scènes de romans lus où les héros se trouvaient. Le matin, pas assez dormie, elle se préparait à aller au travail. Pour la première fois, elle n'avait pas envie d'y aller. Elle avait envie de courir à l'animalerie,
d'essayer de retrouver Thomas. En discutant, ils avaient même oublié d'échanger leurs numéros. Quelle ne fut pas sa surprise quand, en sortant de l'immeuble, elle l'a vu. Il se tenait là, sous la lumière d'un réverbère. « Tu sais, je n'ai pas pu partir, » a-t-il dit en s'approchant. « Je suis juste allé nourrir Félix, et je suis revenu. J'ai regardé ta fenêtre toute la nuit. » Il a montré ses fenêtres au 2e étage. « Et toi non plus, tu n'as pas dormi. J'ai vu la lumière allumée toute la nuit. C'est le destin, tu comprends? C'était écrit d'avance. Tu es à moi, et je suis à toi. Point final. » Thomas l'a attiré contre lui, inhalant avidement l'odeur de ses cheveux,